Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos Road to Sup. Ok, donc aujourd'hui on va faire pas grand chose de compliqué, tout simplement les rudiments de Mathsup. Donc c'est vraiment les choses qu'on fait durant le premier mois de prépa. Après ça dépend parce que si vous êtes à LLG, bon bah dès le premier mois de prépa vous pouvez l'hypothèse de Riemann, mais bon. Pick at the pace, go. I keep it going, a foot on the brake. Whoa, ain't no one get in my lane, just give me the time and give me the place. Taking a name and no one can stop me. I ain't afraid, I'm going. Commençons directement, donc c'est les nombres complexes. Donc en vrai quand on fait prépa, la plupart du temps on a déjà fait maths expert et du coup on connaît un peu les nombres complexes. Mais en gros globalement ici je vais juste vous présenter ce qu'est un nombre complexe. Donc c'est tout simplement le corps des nombres complexes. Donc c'est pas encore ce que c'est un corps pour l'instant, mais bon on verra plus tard. Le corps d'un nombre complexe contient R et contient un nombre I qui, quand on le met au carré, est égal à -1. Ok. Et du coup, donc ça c'est vraiment juste la pure définition, c'est la seule définition de C, donc le corps des nombres complexes. Et du coup, maintenant le truc qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on peut avoir une approche géométrique. Donc on va représenter tout simplement la droite d'abscisse, qui est la droite des réels. Et I, on va le placer tout simplement au-dessus de la droite des réels. Donc il n'est pas contenu dans R. I n'est pas contenu dans R parce qu'on sait que tous les nombres réels, quand on le met au carré, c'est positif. Et du coup, à l'aide de I, on va pouvoir du coup se déplacer sur la droite verticale, qui va être du coup la droite des imaginaires. Et du coup, on va représenter un nombre complexe comme en abscisse, du coup, sa partie réelle, donc ici par exemple 11, et à verticale, sa partie imaginaire, donc 7. Voilà, et donc juste bien faire gaffe, mais la partie imaginaire de 11 plus 7i, c'est 7, et non pas 7i. Okay, c'est toujours 7. On enlève le i. Donc si vous voulez, c'est vraiment les coordonnées du nombre. Parce qu'en fait, c est assimilable à r carré, c'est-à-dire que c'est assimilable au plan. Et donc on se déplace grâce à l'aide du nombre 1 sur l'horizontale et du nombre i sur la verticale. Ok. Donc petite inégalité triangulaire, donc ça c'est très important. Z1 plus Z2 plus petit que module de Z1 plus module de Z2. Il y a aussi l'autre inégalité triangulaire, mais celle-là on s'en sert beaucoup moins. Voilà, et donc je ne vais pas m'intéresser aussi aux démonstrations. Juste l'approche intuitive, c'est que quand du coup on a Z1 plus Z2, on voit bien que le chemin le plus court ça va être directement la droite. Donc ça représente le nombre Z1 plus Z2. Et du coup, quand on prend son module, ça va représenter cette distance là, la distance en orange. Donc c'est forcément la plus courte. On sait que dans un plan, le chemin le plus court pour arriver à un point, c'est simplement à la droite. Et du coup, ça se comprend intuitivement, cette inégalité là. Il y a aussi un sens pour l'autre inégalité, mais bon, ici je ne l'ai pas représenté. J'ai juste oublié un autre truc aussi, qui est extrêmement important, c'est la formule de l'air. Un nombre complexe Z peut s'écrire comme R essentiel I θ. Ok. Donc on va dire ici que R est égal au module de Z et que θ va être égal à l'argument de Z. Ok. Ça très important parce que du coup c'est en fait ça permet de passer en coordonnées polaires. Donc plutôt que de se déplacer ici de 11 verticales, enfin 11 horizontales et 7 verticales, on va plutôt dire tourne-moi de cet angle. Alors cet angle je pense pas qu'il soit super voilà, mais on va dire voilà, tourne-moi à peu près de 35 degrés et ensuite augmente-moi de le module. Donc ici ça va être racine de 7 carré plus 11 carré, bon bref voilà. Ouais, donc là juste le module du coup ça va se calculer facilement avec Pythagore, donc c'est ce que je viens de dire, hein. C'est plus partie imaginaire de z de carré et puis ensuite on prend la racine. Donc c'est juste Pythagore, hein. Super simple. Et ensuite ça on verra du coup en prépa vous verrez des manières de calculer θ. Donc souvent on prend l'arc tangente, mais bon bref, il y a des petites spécifications à faire. Bref. Et donc à remarquer que l'argument de z on peut rajouter plus 2pi, enfin plus 2 kpi. Parce que ça revient tout simplement à tourner, à faire un tour, à faire un nombre entier de tours. Et du coup, si je lui dis plutôt que de me tourner de 35 degrés, tourne-moi de 35 degrés plus 360 degrés, ça revient au même. Donc c'est pour ça. Et ensuite, enfin, les petites notations. Donc, très connues, absolument maîtrisées, c'est la somme.
Donc en vrai c'est assez simple, hein. Franchement vous avez des indices, ok, qui sont toujours entiers en bas et en haut. Et tout simplement bah, ça va être de sommer. Donc plutôt d'écrire XA plus jusqu'à XB, qui est une notation assez lourde, on note directement comme ça. Donc ici on note les bornes, et puis à droite de la somme on va noter qu'est-ce qu'on somme. Pareil pour le produit. Ensuite évidemment les quantificateurs et quelques notations. Donc le pour tout, le il existe, le appartient, inclut, implique, équivalent, voilà. Et là enfin la concaténation, f rongé on l'appelle. Donc ça c'est simplement f rongé de x, ça va être f de g de x. Ok. Donc ça reprend bien la concaténation, la composition on va dire plutôt. De g par f. Ok. Et enfin, très important à connaître, parce que ça par contre c'est vraiment absolument à connaître par cœur pour pouvoir savoir ce qu'on fait, parce qu'en maths, quand on a un problème, il va falloir du coup raisonner pour essayer de réfléchir, pour pouvoir essayer de corriger ce problème, enfin de résoudre ce problème. Et du coup, si vous n'avez pas ces modes de raisonnement, bah du coup c'est dommage parce que vous perdez du temps de résolution. Et il faut absolument résoudre le problème le plus rapidement possible pour faire les autres questions. Donc, quand on veut prouver A implique B, soit on fait la preuve directe classique, on suppose qu'on a A et on va montrer qu'on a B, soit on fait la contreposée, donc on suppose qu'on n'a pas B et on va montrer qu'on n'a pas A. Donc par exemple si il pleut je sors mon parapluie, bon bah si je sors pas mon parapluie c'est qu'il pleut pas alors. Ok, c'est logique. Si il pleuvait ça veut dire que j'aurais sorti mon parapluie donc j'aurais pas. Bref. Ensuite absurde, on va supposer A et on va supposer non B. Et on va trouver une absurdité. Donc on va montrer que si on a A qui est vrai et on a B qui est pas vrai, c'est absurde. Donc ça veut dire que B est vrai. Sinon ça peut marcher. Ensuite la récurrence, bon ça vous l'avez déjà faite. Classique. C'est juste que là cette fois-ci on va peut-être avoir différents trucs. C'est-à-dire qu'on peut avoir Pn, mais on peut aussi avoir une récurrence double. C'est-à-dire Pn-1, Pn. Et puis même une récurrence forte, donc en gros on va supposer tous les trucs d'avant jusqu'à P0. Donc là c'est la récurrence forte en gros c'est tu supposes P0 jusqu'à Pn et tu vas montrer que tu as Pn plus 1. Donc par exemple la récurrence simple c'est un cas particulier de récurrence forte. Voilà, le plus simple c'est enfin récurrence forte c'est la plus forte récurrence, hein, c'est dans le nom. C'est-à-dire que vraiment tu supposes toutes les hypothèses avant et tu veux montrer que la prochaine est vraie. Et enfin l'analyse synthèse qui est très important. Extrêmement important. Quand on doit étudier des objets, on doit utiliser leur existence, on doit étudier leur existence. On va avoir besoin de l'analyse synthèse, donc ça veut dire qu'on va supposer leur existence dans un premier temps. On va étudier du coup les conditions qui apparaissent sur cet objet, et ensuite on va pouvoir conclure dans la synthèse. Donc l'analyse c'est la phase où on analyse ce qui se passe sur cet objet, et ensuite la synthèse c'est truc on conclut, on répond à la question. Donc par exemple quand on doit par exemple étudier toutes les fonctions qui vérifient f de x égale f de 2x, ok, continue, fonction continue de R dans R, on va pouvoir du coup, là on a l'existence de l'objet f, on doit trouver f, et du coup on ne sait pas encore comment il va se comporter, donc on va faire une analyse. Bon, vous verrez l'année prochaine comment on résout cette équation là, mais globalement il va falloir essayer de se dépatouiller avec le fait que quand on a x on peut trouver 2x, on peut passer à 2x, et inversement quand on a x on peut passer à 1 demi de x, bref etc. Donc on peut trouver des relations comme ça qui vont nous amener petit à petit à la réponse finale. Donc là en l'occurrence la réponse finale c'est que f égale constante. Ok, parce que f est continu, hein, bien sûr l'hypothèse de f continue. Voilà, du coup c'est on va terminer pour cette première vidéo sur les rudiments, donc extrêmement important à maîtriser pour la prépa, et vous pouvez du coup vous amuser à apprendre, c'est peut-être, enfin vous familiariser avec ces quelques petites notations ici, comme ça quand vous arrivez en prépa vous êtes tranquille. Voilà, et donc le mode de raisonnement pour moi le plus important à maîtriser, parce que c'est pas le plus évident en gros, c'est pas le plus important mais c'est le plus dur à maîtriser, c'est l'analyse synthèse, parce que vraiment c'est un peu un job de chercheur en gros. Vous êtes là, vous êtes face à votre équation, vous devez chercher des trucs
pour ensuite, dans la phase de synthèse, conclure sur cet objet. Ok. Donc souvent, j'ai pas précisé, mais souvent l'analyse synthèse, en gros, c'est ça, c'est des conditions nécessaires. Donc à partir de ces équations, qu'est-ce qu'on va en déduire? Bon, on va déduire f qui est constante. Et dans la synthèse, en fait, ça va être la réciproque. On va montrer que si f est constante, elle vérifie bien ce truc-là. Ce qui est super facile. Souvent, la partie de synthèse est assez facile parce qu'on a déjà tout analysé, on a toutes les phases.